C'est au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Demain, France-Écosse pour clôturer ce tournoi destination et le clôturer avec bonheur, avec précision pour aller chercher ce tournoi 2025. On est très heureux d'être avec vous pour évoquer l'équipe de France durant cette heure. Avec vous au 0826 300 300, avec vous sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On a dépassé le 1 million d'abonnés et on vous remercie pour cette fidélité, cet attachement qui est aussi le nôtre chez Sud Radio, de vous informer, de vous parler rugby, de la Pro D2, du Top 14, de la Champions Cup, de l'équipe de France, de tous les rugby. Quentin Cavanis, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, on a hâte d'être demain pour espérer voir des beaux matchs et notamment une finale, comme on peut dire, entre cette équipe de France et l'Écosse, avec j'espère un beau succès français à la clé. On espère tous. Clément Combe, bonsoir. Bonsoir Monsieur Priam, salut tout le monde. Clément Combe nous parlera un petit peu de la conférence de presse de l'équipe de France. Il était hier avec Fabien Galtier pour poser des questions avec le micro Sud Radio. On est avec Quentin Fredon. Bonsoir Quentin. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Et on est avec Philippe Spanghero, notre consultant chéri depuis des années maintenant. C'est vrai qu'on a tissé une relation particulière, Philippe. Ah, c'est une vieille histoire. Une vieille histoire. Une belle et vieille histoire. Ça va, messieurs ? Ça va très bien, très très bien. Et toi ? On va fêter nos noces de quoi, là ? Je sais pas, ça fait 6 ans, 7 ans. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bah, tu nous dis, tu nous tiens au courant. On va faire un truc pour fêter le million et puis on fera un événement en grande pompe. Bah bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va évoquer durant cette prochaine heure ? On va vous parler rugby évidemment au 0826 300 300. On va parler justement du manque d'influence du rugby français dans les instants. Ce sera le sujet de la chronique de Philippe Spanghero dans quelques minutes. On aura ensuite avec nous Fabien Pelouse, 118 sélections en équipe de France, capitaine emblématique, joueur exceptionnel. Et on se posera la question pour vous. Quel serait le plus grand enseignement d'un titre dans ce tournoi 2025 ? Si vous vous posez déjà la question, il y a un sondage sur le compte Twitter Sud Radio Rugby avec quelques propositions. Vous pouvez déjà aller voter et composer le 0826 300 300 pour nous faire part de votre avis. Puis, on essaiera de deviner, on essaiera de construire des argumentaires autour d'une question simple. Qui est le joueur le plus attendu demain pour ce France-Écosse? Et il y aura des records, donc il y aura des choses à évoquer ce soir, puisque une pluie de records pourrait tomber demain du côté du Stade de France. Voilà le programme, jusqu'à 20h, on attaque avec les informations. Quentin Cavanis, la compo des Bleus est tombée. Exactement, et on garde le banc en 7-1 pour affronter l'Écosse demain au Stade de France. La composition de l'équipe de France, à la première ligne, elle ne bouge pas. Gros, Movaka, Antonio, on garde Flamand et Guillard en seconde ligne. Pour la troisième ligne, ça ne bouge pas non plus. Cross, Aldrit et Boudéan. La charnière, Lucu, Ntamak, Ozel, Bielbiaré et Penaud. Au centre, Moefana et Gaël Ficou qui fait son retour à la place de Barassi. Thomas Ramos, lui, sera à l'arrière et donc sur le banc, 1-7-1. Baye, Marchand, Aldeguerri, Oradou, Meafou, Jelonche, Gégou et Le Garec. La Ligue nationale de rugby a un nouveau président. Yann Roubert, le président du Loup Rugby, a été élu cette semaine à la tête de la LNR. Il sera le président jusqu'en 2029. Il succède à René Bouscatel. Au comité directeur, on connaît le collège des représentants des clubs de top 14. Il y a 6 postes. On va retrouver Jessica Casanova du RCT, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, Laurent Marty, le président de l'UBB, Bernard Pontenot de la section paloise, Benoît Vaz et il y a également un poste vacant puisque Yann Roubert, lui, est élu. Un collège des représentants de Pro D2 aussi avec 4 postes. Dougal Benjabala de Oyonnax, Régis Dumange de Nevers, Jean-François Fontenot d'Agen et Christian Millette pour Aurillac. Ensuite, il y a d'autres postes, notamment 6 postes pour le collège des personnalités qualifiées. Une personnalité qualifiée élue sur proposition de la FFR, ça ce sera Julien Pierre. Et puis également d'autres membres comme Malik Amadache qui représente Proval. On en parlait depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Laurent Travers arrive à Bayonne en tant que directeur du rugby. Et puis Nice est en train de se construire un effectif impressionnant pour la saison prochaine. Le Stade niçois poursuit son recrutement. Il y a déjà Cassim qui a signé, Guillaume Rouette, Brice Dulin. Il y a des joueurs de Pro D2 également qui vont rejoindre l'effectif avec Thompson Stringer, Josh Tyrell, Attila Septar ou encore Nalagaou, et également à l'étranger Owen Williams, Naya Salivou. Et puis il y a un nouveau nom qui est en train d'arriver du côté de Nice, c'est Bilal Tayeb, le joueur d'Aix-en-Provence qui pourrait rejoindre Nice dans les prochaines heures. Alexandre.
Incroyable recrutement de la part du Stade niçois. Alors avant d'évoquer ta chronique, Philippe Spanghero, juste un petit mot sur quand même cette élection de la Ligue nationale de rugby. On en avait fait notre chronique la semaine dernière. On avait évoqué un petit peu eh bien les tenants, les aboutissants, les enjeux, les soutiens de chacun. Mais on n'avait pas imaginé peut-être l'ampleur de l'écart. 18 à 11, 18 à 12, hein, c'est ça c'est un vote interne. C'est même 19-11 puisque... C'était le vote interne avant que René Bouscatel ait tout simplement démissionné de la course à sa réélection. Mais donc le vote interne était de 19 à 11. L'ampleur et est-ce qu'on peut imaginer comme changement, Philippe Spanghero, pour les auditeurs? Alors d'abord, elle est forte d'enseignement quand même, cette élection. C'est peut-être l'élection depuis l'existence de la Ligue qui a été aussi large. Alors rappelons que c'est pas réellement une élection. Hein. Il avait été dit que la veille de l'élection réelle, il y aurait un vote des présidents et que en fonction du choix des présidents de façon complètement informelle, le candidat qui était a priori décroché dans les sondages et dans les votes se désisterait pour qu'il y ait en réalité qu'un seul prétendant au moment de l'élection du comité directeur. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que René Bouscatel a été quand même très surpris de l'ampleur du score. On l'avait dit la semaine dernière, mais certainement que la concomitance avec l'affaire Jaminet a desservi quand même assez sérieusement René Bouscatel, puisque une partie des présidents du rugby français associe quand même beaucoup René Bouscatel au Stade Toulousain et à Didier Lacroix. René Bouscatel et Lacroix a souhaité de cette situation. Ce qu'on peut en tirer comme enseignement en regardant cette élection de Yann Roubert, mais aussi l'élection du comité directeur, c'est une mouvance qui se met en place de présidents plutôt alignés avec un rapprochement des enjeux Ligue-Fédération. Donc ça, on peut quand même s'en réjouir. Mais grosso modo, de présidents qui militent pour une baisse de salary cap. Ça, c'est un des vrais débats de crispation entre présidents et entre visions qui s'opposent de clubs de rugby pro aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. Et puis ensuite, une volonté quand même de réaligner les points de vue sur la convention Ligue Fédé, qui est toujours un enjeu majeur sur notamment la mise à disposition des joueurs, les indemnités journalières et ensuite le crédit salary cap pour les joueurs internationaux, qui est un vrai sujet aussi de tension en ce moment pour certains clubs de top 14 notamment, puisque c'est eux qui sont concernés principalement. Donc voilà ce qu'on peut dire, mais c'est un tournant quand même assez significatif dans l'histoire de la LNR, je trouve. Un tournant significatif, et dans les prochaines semaines, Yann Roubert sera notre invité sur Sud Radio Rugby. Philippe, dans un instant, on va notre invité rugby évoquer un sujet au cœur des la question du rugby français à l'échelle mondiale. C'est un constat qu'ont fait Fabien Galtier et Florian Grill. On va en parler justement dans un instant sur Sud Radio à 24h de France-Écosse, finale du tournoi destination. A tout de suite au 0826 300 300. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette émission à 24 heures de coup d'envoi de France-Écosse pour la finale du tournoi. On est avec toute l'équipe, avec vous au 0826 300 300 et on est avec Philippe Spanghero pour évoquer l'influence du rugby français dans les instances mondiales. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Le rugby français manque-t-il d'influence? C'est la question qu'on se pose, puisque depuis de nombreuses semaines, le rugby français fait état d'un manque d'influence dans les instances internationales. Je cite, « Si on veut être champion du monde en 2027, on doit se faire plus respecter avant le rugby et aux 6 nations », disait Florian Grill dans les colonnes
de l'équipe. Y a-t-il eu jusque-là dans l'histoire du rugby mondial, jusqu'à cette phrase de Florian Grill il y a quelques semaines, est-ce que historiquement il y a un souci entre le rugby mondial et le rugby français en termes d'influence, Philippe Spanghero? Alors pour répondre à ta question, oui, et je crois que pour y répondre, c'est important de refaire un peu d'histoire sur notre sport. D'abord, il y a eu la création de l'IRFB, l'International Rugby Football Board, en 1886 par l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, qui avaient pour but de régir les règles du rugby et son évolution. Ils ont été rejoints assez vite à la fin du 19e siècle par l'Angleterre. Et puis ensuite, il a fallu attendre 1949 pour que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud les rejoignent. Ils ont structuré le rugby mondial à 7 nations, qui étaient des nations sous influence britannique complètement. Et puis ensuite, la France est arrivée comme membre parmi les 7 autres en 1978. Donc il y a presque 100 ans d'histoire qui se sont passés, où les Britanniques ont régi le rugby et son évolution entre eux. Donc historiquement, le rugby, au-delà de son histoire propre et de sa création en Angleterre, il a été régi par une vision très anglo-saxonne, qui est très différente de la nôtre. Donc ça explique quand même aussi beaucoup de choses dont on hérite aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, oui, clairement, on a eu quand même un petit virage au moment de la présidence à World Rugby de Bernard Lapassé, qui a dû bien sûr, pour être élu et garder son siège, composer avec les Britanniques, mais qui avait une vision très politique et qui a essayé de faire peser un peu le rugby français. Et puis ensuite, qui a marqué l'histoire du rugby mondial, hein. D'ailleurs, son passage qui a été d'abord du sport exceptionnel. Oui, qui a été un immense dirigeant au-delà du rugby. On rappelle le fait qu'il a porté la candidature de Paris 2024 avec beaucoup de succès. Donc ça a été un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde du rugby. À ce moment-là, Bernard Lapassé a remis un peu la France à sa place dans le jeu du rugby mondial. Mais c'est clair que la France a jamais eu l'influence qu'elle aurait dû avoir au sein de ces instances. Donc aujourd'hui, Florian Grill a raison de dire ce qu'il dit. Ça fait partie des constats qu'il avait fait avant d'être élu dans les grands enjeux de développement du rugby français à l'échelle mondiale. Et les dernières décisions, notamment arbitrales ou de commission au sujet des joueurs français, montrent qu'on n'est pas traité à la même enseigne que les autres grandes nations du monde du rugby, et ça pose problème. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire du rugby français où le manque d'influence s'est véritablement constaté? Le gros problème, c'est que quand on parle de ça, on parle de quelque chose de très subjectif en se disant, mais quelque part, ça veut dire que tout ça n'est pas net. Parce que s'il y a de l'influence, ça veut dire que ça influe sur des décisions qui doivent être étanches à ça. Donc c'est un sujet honnêtement très problématique, mais je crois que il faut pas se cacher derrière son petit doigt et se dire que dans le monde du sport à très haut niveau, c'est aussi une forme de politique et qu'il y a des jeux d'influence qui se jouent. Donc c'est très difficile à dire. Est-ce que la France en 95 en demi-finale a été arbitrée normalement, et est-ce qu'avec une autre influence sur la scène mondiale, il y aurait une décision différente? On peut se poser la question sur certaines décisions d'arbitrage sur le quart de finale de notre dernière Coupe du Monde en France. Donc bien sûr que ça pose question. On peut se poser la question bien sûr par rapport aux dernières décisions, notamment sur la suspension de Romain Ntamak versus le joueur irlandais, sur les citations en commission sur le dernier France-Irlande. Romain Ntamak qui dit, je cite, pour aller dans ton sens, hein, Philippe, j'ai ressenti une forme d'injustice, c'est auprès de l'équipe qu'il s'est exprimé, clairement j'ai ressenti une forme d'injustice et d'incompréhension. On avait monté un dossier bien bataillé pour prouver que j'allais jouer avec mon club, et quand on voit que 10 jours après la commission prend une décision différente pour Ringrose, c'est assez incompréhensible. Je pense encore une fois qu'il va falloir commencer à taper du poing sur la table, parce que ça ne peut pas toujours être en notre défaveur. C'est rageant, mais il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser et rester focalisé sur l'objectif qui est de remporter le tournoi. Alors là, il parle des joueurs, être focalisé là-dessus. Mais en coulisses, il faut taper du poing sur la table, dit Romain Ntamak, qui est pas trop le genre quand même à faire ce genre de sortie, hein, on peut le dire. Hein. Non, mais il a raison de le faire, et ce pourquoi milite Florian Grill et le reste des membres de la fédération, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a accès à quelque chose qui s'appelle la data,
et qui doit rationaliser tout un tas de choses sur des décisions. Il faut amener de la clarté et de la transparence. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans certaines commissions de World Rugby, notamment sur les commissions disciplinaires, elles posent question parce que elles sont pas explicables légitimement et pas argumentées. L'exemple entre Romain Ntamak et Ringrose est le meilleur exemple. Et donc, Florian Grill et son équipe se battent pour ça. C'est pour ça aussi que la volonté de la Fédération française de rugby, c'est de préempter à nouveau des places dans les commissions régaliennes importantes de World Rugby pour peser. Alors, c'est le cas. Il y a une nomination de 5 représentants fédéraux. Il y a 5 représentants fédéraux. Il y avait 6 postes à pourvoir. La Fédération française de rugby en a eu 5. Donc c'est quand même un grand succès. Abdelatif Benazi, président de la commission rugby masculin haute performance, Jérôme Darret, commission rugby à 7 haute performance, Olivier Lèvremont, commission rugby amateur dans l'hémisphère nord, Jérémy Léchat, commission rugby professionnel, et Clotilde Delbos, commission audit et risque. C'est vrai que voilà, il y a une petite expansion de l'influence française. Quand même. Mais elle est très importante et elle doit se poursuivre. On voit que Abdel Benazi a perdu à la course pour la présidence de World Rugby d'un cheveu. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Mais il faut repréempter le terrain. Alors, ça ferait offense à l'Afrique du Sud de dire qu'ils ont été champions du monde grâce à ça. Mais Erasmus et son staff ont préempté depuis des années les commissions importantes de World Rugby, notamment sur l'arbitrage. Donc forcément de façon... Pas seulement, ils ont fait aussi un film qui est super à regarder, d'ailleurs on vous le conseille, hein, c'est Chasing the Sun. Ça fait partie de l'influence. Faire un super documentaire sur l'épopée du rugby sud-africain sur la dernière Coupe du Monde, c'est un super documentaire, vraiment on vous le conseille de le regarder, mais c'est aussi un exercice d'influence, c'est du soft power. Non, mais c'est du soft power. Alors, il y a ensuite un message au-delà du rugby propre. C'est un enjeu de société. Ça va plus loin. Mais bien sûr que les Sud-Africains savent faire. Mais on revient à cette influence anglo-saxonne et à cette façon de faire. On a souvent trouvé, nous, latins, que tout ça était grossier, que c'était malvenu de parler de ça. Mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a une nation qui émerge dans tout ça, c'est l'Irlande. Parce qu'on pense souvent à l'Angleterre comme grande nation du rugby. Mais le pays qui a le plus d'influence au niveau des instances du monde, c'est World Rugby, chez World Rugby notamment, c'est l'Irlande. Le siège de World Rugby est en Irlande. Les Irlandais ont des postes considérables dans toutes les commissions régaliennes, et on voit très souvent quand même que dans les décisions, notamment disciplinaires, les Irlandais sont favorisés. Et ça pose problème et ça dessert le rugby et sa légitimité. Donc il faut que ça change. C'est bien parti pour changer, mais vous savez, vous avez le même problème au niveau du syndicat des joueurs. Aujourd'hui, je le répète souvent, mais ce qui se passe dans le monde du rugby, quant à la place de la France dans l'échiquier mondial, est une anomalie. On est le pays du monde qui tirons l'économie du rugby le plus vers le haut, parmi toutes les autres nations. Et malgré ça, on est un des pays majeurs les moins représentés. J'en veux pour preuve aussi le syndicat des joueurs. Il y a un syndicat mondial des joueurs qui a été créé pour peser sur World Rugby, notamment sur les grands enjeux de calendrier de plage de récupération, qui est un syndicat qui a pris une place très importante politiquement dans le pouvoir de décision. La France n'est pas représentée dans le syndicat mondial des joueurs. On est le seul pays du monde qui avons 2 voire 3 divisions professionnelles, et on est le pays du monde qui a le plus gros salaire moyen. On est le pays du monde qui avons le plus de joueurs professionnels, donc le plus de joueurs concernés par les décisions qui sont prises au niveau mondial. Et jusqu'à présent, on n'y était pas. Donc en fait, on a quand même un vrai sujet de visibilité et de prise de position à l'échelle du rugby mondial. Oui, mais d'abord, est-ce que le travail, faut pas le faire d'abord chez nous? C'est-à-dire que je pense moi à Abdelatif Benazi, il était candidat pour la présidence de World Rugby. Je suis désolé, je n'ai pas eu la sensation, mais peut-être que je me trompe, hein, que le rugby français s'était uni, avait fait corps, avait fait société, comme dirait Fabien Galtier, derrière sa candidature. Je n'ai pas eu cette sensation-là. Alors, non, parce que peser à l'échelle mondiale, c'est bien, mais d'abord, il faut que on tire tous dans le même sens, non? Alors, je suis d'accord avec ça. Je trouve que la candidature d'Abdel, elle a été quand même peu médiatisée et peu soutenue en France. Elle s'explique pas forcément par le fait que les gens n'adhéraient pas au profil d'Abdel Benazi, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu un problème de timing d'abord sur cette élection.
Abdel est parti tard, a eu peu de temps pour faire campagne et pour mobiliser autour de lui le réseau influent du rugby français, parce que ça se joue à plusieurs étages. Ça se joue d'abord en France, ensuite par capillarité ça se joue dans les 6 nations, et puis sur la Champions Cup, enfin l'organisme des Coupes d'Europe, et puis ensuite ça remonte à World Rugby. Et tout ça, ça prend du temps, il faut mobiliser, mais je le répète, pour qu'un Français réussisse à prendre la présidence de World Rugby, il faut nécessairement qu'il amène avec lui quelques anglo-saxons. C'est l'enjeu majeur. Donc en fait, le problème, c'est de faire des concessions. Mais les faire jusqu'où? Au moment où Bernard Laporte était président de la Fédération française de rugby et avait la voie royale vers World Rugby, il avait fait beaucoup de concessions avec les anglo-saxons, notamment au moment de l'entrée de CVC au capital du 6 Nations. Le gros problème, c'est où on arrête notre discussion sur ce qu'on est prêt à faire comme effort vis-à-vis des autres pour maintenir quand même une place forte du rugby français. Et c'est toujours assez délicat comme discussion et c'est assez subtil dans la négociation, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant, il faut changer de braquet. Il faut que la France affirme son statut dans le monde du rugby. Je crois qu'aujourd'hui, sportivement, le travail est fait pour que notre place soit légitime. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'on est toujours soit dedans, soit au bord du top 3 mondial. On est une des plus grandes nations du monde du rugby, sportivement et par l'économie qu'elle génère. Donc, il faut qu'on assume ce statut-là, quitte à être des fois un peu virulent dans la discussion. Mais pour savoir prendre notre place, il faut que les autres, sachant qu'ils nous la donneront pas, il faut être capable de la prendre. Donc, tu fais le constat d'un manque d'influence du rugby français dans les instances mondiales, mais tu fais aussi ce constat-là et cette projection-là qu'on devrait prendre plus de place dans les années à venir, si je comprends bien, Philippe. On a commencé. Aujourd'hui, 5 Français sur 6 postes importants dans les commissions régaliennes, membres de la Fédération française de rugby, ça n'était jamais arrivé. Mais c'était jamais arrivé pas forcément parce que les Français se présentaient, n'étaient pas élus. C'est qu'on n'avait pas la vision côté français de l'importance que ça avait, et donc on ne présentait pas de candidats. Et donc je crois que là il y a un vrai changement de vision avec l'équipe en place à la fédération aujourd'hui, qui est de dire que non, il faut se positionner partout. Dès qu'il y a des postes à pourvoir, il faut essayer de les préempter, il faut faire entendre notre voix beaucoup plus, il faut montrer aussi quand on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Aujourd'hui la fédération, je sais de sources sûres, a remonté une inquiétude à World Rugby par rapport à l'opacité des commissions d'appel, notamment pour ce qui a été vu après le match France-Irlande, puisque il y a aucune explication qui est donnée sur le choix de décider de citer ou pas, d'accepter de citer ou pas un joueur à la demande d'une équipe nationale. C'est un peu au bon vouloir du commissaire qui lui-même est inconnu et dont on n'a pas l'identité. Donc bon, il y a quand même une grande opacité autour de tout ça, et ça il faut que ça change. Mais c'est pas seulement pour le rugby français que c'est important, c'est pour la crédibilité de notre sport et pour que ça amène pas de suspicion derrière sur quelles sont les nations qui tirent les ficelles. Merci beaucoup Philippe pour cette chronique. Si vous l'avez manqué, vous inquiétez pas, la rediffusion sera sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près d'1 million, vous êtes plus d'1 million maintenant sur notre chaîne YouTube. Philippe, tu restes avec nous, on va parler de l'équipe de France avec Fabien Pelouse. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio à 24 heures du coup d'envoi de France-Écosse, la finale du tournoi des 6 nations. Et on va se poser une question. Pour vous, quel serait le plus grand enseignement d'un titre dans ce tournoi 2025? Parce que oui, Clément Combe, avant d'évoquer les enseignements possibles et qu'on vous propose sur la page Twitter Sud Radio Rugby, il faut d'abord revenir sur le bilan comptable. Clément Combe, quelle est la situation comptable de l'équipe de France avant d'aborder la cinquième et dernière journée? La France est en tête du classement des 6 nations avec 16 points, 1 point devant l'Angleterre qui est donc à 15 unités. Troisième, l'Irlande est à 14 unités. L'Écosse 4e avec 11 points. L'Italie et le Pays de Galles sont loin derrière avec 4 et 3 points. Il faut donc que la France gagne absolument demain soir contre l'Écosse, puisqu'elle ne peut pas compter, elle ne peut pas compter en jouant en dernier sur des défaites de l'Angleterre et de l'Irlande. L'Irlande qui se déplace en Italie et l'Angleterre au Pays de Galles. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est toujours avec Philippe Spanghero et on accueille sur Sud Radio Fabien Pelouse. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous, Fabien Pelouse, 118 sélections, si je me trompe pas, en équipe de France. Vous avez marqué le rugby français avec des titres, avec des tournois à destination, avec des très grands exploits aussi avec le Stade Toulousain. Et là, on va parler évidemment de l'équipe de France. Alors, on pose une question aux auditeurs. Pour vous, quel serait le plus grand enseignement d'un titre dans ce tournoi à destination 2025 ? On vous fait 4 propositions sur le compte Twitter Sud Radio Rugby, mais vous pouvez en avoir d'autres, bien évidemment. Est-ce en 1 un statut de meilleure nation européenne retrouvée? Est-ce en 2 la déception de la Coupe du Monde 2023 qui serait évacuée? Est-ce en 3 le jeu offensif de retour dans celui de l'équipe de France? Ou en 4, est-ce que vous retiendriez les choix payants de Fabien Galtier? Comme ça, là, de but en blanc, Fabien Pelouse, est-ce qu'il y a une de ces propositions-là qui résonne en vous? Pour moi, c'est plus le changement d'air, en fait, qu'on a déjà vu, même quoi qu'il se passe demain. Sur le match d'Irlande, j'ai l'impression que les Irlandais étaient la meilleure équipe du monde, on peut le dire, depuis 5 ans. Et que samedi, on a un peu assisté à une passation de pouvoir, je crois, et en espérant que les 5 prochaines années, ce soit l'équipe de France qui soit considérée, ou dans les faits, comme la meilleure équipe du monde. Félix Panguero, revenir dans on va dire dans l'échiquier des meilleures équipes du monde, avoir un statut de meilleure nation européenne, ça aussi, c'est aussi ce que tu retiendrais, ou il y a d'autres composantes, d'autres propositions qu'on a faites qui résonnent différemment en toi? Non, mais déjà, salut Fabien. Écoute, je suis d'accord avec Fabien, parce que bon, à chaque fois on revient sur effacer 2023. On n'effacera jamais 2023. Il faut être capable juste de s'en souvenir au bon moment, au moment des grandes compétitions, parce que on sait à quel point c'est fragile et ça se joue à peu. Mais il faut laisser ça de côté. Tout ce qu'on fait aujourd'hui n'a plus de lien avec ça directement. Aujourd'hui, c'est clair que l'enjeu, c'est de s'installer comme première nation européenne. On sent une petite fin de règne du côté irlandais, une difficulté à se régénérer en termes de génération. On voit aussi quelque part que le Leinster, qui est la tête de proue de ce rugby irlandais, est un peu plus en difficulté. On sent que le rugby français a pris le dessus au niveau des clubs aussi. Il faut que ça se matérialise concrètement maintenant en équipe nationale, parce que c'est important qu'il y ait quand même des résultats qui soient alignés entre notre championnat intérieur et notre équipe de France. Là, on est sur la bonne voie par rapport à ça. Maintenant, il faut s'y installer dans la durée et puis gagner en expérience et en maturité pour aborder au mieux la prochaine Coupe du Monde, parce que plus le temps passe, plus on va acquérir de certitude sur le fait qu'on est capable d'y aller pour la gagner. Non, mais c'est intéressant. On a déjà effectivement, et Fabien Galtier l'avait dit avant le tournoi, que c'était la première brique de la construction de l'effectif pour 2027. Il y avait déjà eu des briques posées évidemment sur la première partie du mandat, mais là il se lançait vraiment la flèche du temps. On la connaît, celle qui amène à 2027 et l'Australie. Mais je reviens sur vos propos, Fabien Pelouse. Vous évoquiez il y a quelques instants cette idée-là de redevenir la meilleure équipe du monde, de montrer des choses. Mais quels sont justement les facteurs qui vous laissent penser qu'on est sur cette progression-là? Qu'est-ce que vous avez vu, constaté? En fait, ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire qu'on a dominé ce tournoi. Malheureusement, on ne fera pas le Grand Chelem parce que il y a eu des maladresses contre l'Angleterre, mais je crois que tous les matchs ont été quand même maîtrisés dans la stratégie et dans ce que l'on a mis dans le contenu. Et on a vu que franchement, contre l'Irlande, moi je trouve qu'on a fait le match parfait. On a montré qu'on avait une défense de fer, notamment dans les 20 premières minutes, parce que il faut se rendre compte que si c'est pas l'équipe de France qui est certainement peut-être la meilleure équipe, la meilleure défense du monde en ce moment, au bout de 20 minutes, il y a peut-être 20-0, donc le match il change. Mais comme on a eu cette défense et qu'on les a plus ou moins écœurés quand même, ils se sont fatigués aussi à attaquer, à tenir le ballon et à avoir la possession, et puis on les a crucifiés en ce milieu de première mi-temps, et ensuite quand on en a fait rentrer notre banc,
ça a fini de les détruire, en tout cas physiquement, alors que physiquement, les Irlandais, ils dominaient. Bien sûr. Ça fait 5 ans qu'ils dominent, quoi, finalement, tout le monde. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'étais dans les tribunes à Dublin la semaine dernière, et j'ai vraiment eu ce sentiment, en fait, au-delà de la joie d'avoir vu un beau match, d'avoir vu un gros engagement, d'avoir eu de beaux essais, etc. J'ai eu vraiment ce sentiment qui est monté en moi en me disant, ça y est, je crois qu'on a prouvé à tout le monde que on avait changé finalement un petit peu la hiérarchie mondiale, et c'est venu, en fait, ce match est venu objectiver tout ce fait-là, tout simplement. C'est intéressant parce que c'est vrai que pas mal de supporters d'autres grandes nations ont parlé de passation de pouvoir qui avait eu lieu à Dublin, et c'est vrai que de votre écho et de celui qui était donc au stade, parce que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue du stade, et c'est vrai que ce stade de Dublin n'avait jamais sonné autant français depuis jamais, en fait. C'est extraordinaire ce qui s'est passé avec le nombre de Marseillaises qui se sont enchaînées. D'ailleurs, on vous conseille de revoir l'essai de Damien Penaud. C'était filmé, c'était sur Sud Radio avec François Trio et Daniel. Vous voyez, les gens derrière François sont dépités sur l'interception de Thomas Ramos. Et on vous conseille de revoir cette vidéo parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Fabien Pelous, vous avez fait 4 grands chelems dans votre carrière. 97, 98, 2002, 2004. Vous êtes d'ailleurs capitaine en 2004. 4 grands chelems, c'est quand même costaud. Je crois qu'il y a que Olivier Mann qui a réussi à faire ça comme vous. Vous aviez fait le grand chelem en 97 en année impaire, mais il y avait que 5 nations. Comment on peut expliquer que c'est si difficile de faire un grand chelem en année impaire et que ce ne soit jamais arrivé à l'équipe de France sur le format à 6 nations? Parce que oui, on a cette déception du match face à l'Angleterre d'il y a 3 semaines, mais la réalité, c'est que s'il y avait eu ce grand chelem en année impaire, ça aurait été historique. Pourquoi c'est si difficile, Fabien Pelous? Parce qu'on se déplace 3 fois et qu'on se déplace chez les 2 meilleures nations, avec la France sur ces années impaires. Donc il faut faire il faut produire 2 grandes victoires. Alors maintenant, j'ai l'impression que le terrain, en fait, le fait de recevoir est plus forcément un avantage absolu, mais force est de constater que statistiquement, c'est quand même plus facile de s'imposer en France qu'à l'étranger. Et en fait, sur ces années impaires, c'est pas tellement le fait qu'on se déplace 3 fois, c'est le fait qu'on aille en Irlande et en Angleterre, qui sont historiquement les 2 rivaux depuis quelques années. Donc voilà, c'est tout simplement, je crois, une problématique de calendrier et d'adversaire. Il faut se rendre compte, encore une fois, que les Irlandais, sur les 5 dernières années, c'était la meilleure équipe. Donc il fallait faire un exploit déjà pour battre les Irlandais. Et quand tu avais fait l'exploit de battre les Irlandais, il fallait en plus battre l'Angleterre, qui, même s'ils ont des sautes d'humeur en ce moment, ça reste une équipe redoutable. Et donc, voilà pourquoi c'est compliqué en année impaire. C'est parce qu'on se déplace 2 fois chez 2 grosses nations. Philippe Manguero, quand ce tournoi à destination a commencé pour l'équipe de France, il y avait quand même pas mal de questions en suspens. Il y en a eu même durant le tournoi. Mathieu Jalibert, Romain Tamac, Meafou qui était forfait, Penaud qui a été écarté, Mathieu Jalibert qui a été écarté, puis Penaud a été de retour. Il y a eu plein de questions. Il y a eu aussi un effectif qui a été renouvelé, Michael Guillard, Paul Boudéan, il y a eu Pierre-Luc Barassi, il y a eu des nouveaux statuts pour Jean-Baptiste Gros, par exemple, pour Louis Bielbiarré qui est passé de joueur international à star mondial. Il y a eu plein de petites choses qui se sont passées, et en attaquant ce tournoi, Philippe Manguero, il y aurait pu aussi légitimement avoir des petits moments de flottement aussi sur le terrain. Il y a eu des questions, et puis surtout au fil des matchs, on a trouvé des réponses quand même. Il y a eu ce vrai trou d'air contre l'Angleterre, mais vite dissipé avec le match en Italie, puis derrière avec la confirmation en Irlande. Il y a eu des confirmations sur les joueurs, il y a eu des confirmations sur le niveau de l'esprit collectif de cette équipe, sur le management de Fabien Galtier aussi. On s'est posé des questions. Il y a eu le traitement du cas Jalibert sur la tournée d'automne, et puis là quand même en début de tournoi, il y a un peu la sortie sans
sanction de Damien Penaud, surprise, qui était un élément quand même incontournable du dispositif, savoir comment il allait réagir à son retour. Il a répondu présent. Il y a eu aussi le choix stratégique fort de ce 7-1. On s'est posé la question de savoir si c'était un choix d'opportunité en fonction de l'adversaire. Et là, le fait qu'on reparte en 7-1 contre l'Écosse, ça montre que c'est quand même un choix, une volonté du staff d'aller dans cette voie de façon définitive, parce que a priori, contre un adversaire comme l'Écosse, on aurait dû changer de schéma et repasser peut-être légitimement en 6-2. Donc oui, surtout ce qui est intéressant sur ce tournoi, c'est que au fil des matchs, on a eu des réponses à quasiment toutes nos questions. Il y a plus beaucoup d'incertitudes qu'on avait au début du tournoi. La confirmation de Biel Barré définitive, l'installation au centre de Moefana, c'était un vrai point d'interrogation avant ce tournoi. Je pense qu'on a tous la réponse maintenant. Donc voilà, donc tout ça c'est quand même rassurant, parce que de sortie en sortie, on a eu des certitudes match après match. Ça veut dire qu'il y a eu une construction, Fabien Pelous, dans l'effectif. Les joueurs ont pris des places. Ça fait 4 ou 5 ans. De toute façon, c'est la vie aussi d'une équipe, d'avoir ces évolutions et d'avoir des joueurs qui rentrent, qui se révèlent, d'autres qui sont en méforme, qui sont remis en cause, qui sont remis en question. Et ça c'est la vie des équipes. Et je trouve que Fabien, il gère plutôt pas mal tout son petit monde là, parce que justement, il arrive à garder tout le monde, même ce que l'on pense en tout cas intouchable, comme un peu nous, par exemple, il arrive à les garder sous pression et à leur faire voir que finalement rien n'est jamais acquis et qu'il faut tout le temps renouveler. Moi, le seul petit bémol, c'est ce 7-1 que je trouve je trouve très très risqué à chaque match finalement, pour finalement d'aspect positif, parce que c'est vrai que la semaine dernière, Fabien Pelous, ça ressemblait plus à un 6-2 qu'autre chose, parce que Hugo Radou est rentré à la 76e et Gigot est rentré 3/4 centre. Donc la réalité, c'est qu'un 6-2 aurait tout aussi bien fonctionné. Alors Gigot fait une très très belle rentrée, mais oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr qu'un centre aurait pas fait aussi bien à ce moment-là, à ce poste-là en tout cas. Donc je trouve que c'est prendre beaucoup de risques pour finalement peu d'intérêt, parce que la grosse différence a été faite sur l'entrée des avants, notamment en Irlande, et malgré tout ils sont rentrés à 5 devant, et donc il n'y avait pas besoin de faire un 7-1. Mais bon, après c'est un choix, c'est toujours pareil, c'est quand même à l'issue de plusieurs matchs qu'on peut voir l'efficacité ou pas, mais j'ai peur qu'un jour sur un match, alors ce sera peut-être un match important ou peut-être un match moins important, mais si c'est un match important et que ça se retourne contre nous, ce serait dommage, je trouve. Voilà. Donc voilà, moi je suis pas très fan de ce 7-1 en tout cas. Merci beaucoup Fabien Pelous d'avoir été avec nous. Très bon match demain pour ce France-Écosse. Ouais. Et on espère tous faire la fête. Je pense qu'on va tous se régaler. Par contre, Fabien, si j'ai un conseil à te donner, ne dis plus à l'avance quand t'assistes au match et que t'es pas chez toi. Ouais. Exactement. Merci. Bon, c'était pas pour le match, mais en tout cas, effectivement, je te remercie. Dis que tu regardes tous les matchs à la télé depuis chez toi. C'est ça. Voilà. Merci Fabien d'avoir été avec nous, et très belle soirée. Dans un instant sur Sud Radio, William va arriver pour faire un en haut de l'affiche qui s'annonce passionnant. À tout de suite.